Il y a de petites gouttes et il y a de grosses gouttes. Toutes les gouttes ne sont pas pareilles. C'est pas vrai, cette histoire de trucs qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il y a des gouttes qui sont plus grosses que d'autres gouttes plus petites. Et la goutte de mon robinet à moi pourrait bien être une petite goutte. N'empêche que même quand il s'agit de petites gouttes, à un moment donné, le lavabo se remplit quand même. Le lavabo sera plein à ras-bord, jusqu'à ce que tombe la goutte fatale qui fera déborder le vase. L'eau commencera à couler sur le sol, et alors j'aurai les pieds mouillés. Je pourrais les soulever pour éviter l'eau qui avance, mais ce ne serait qu'une solution temporaire. Tôt ou tard, goutte après goutte, l'eau inondera ma chambre. Le plancher cédera sous le poids de l'eau. Et le plancher de ma chambre, c'est le plafond de la chambre du dessous. Des milliards de gouttes feront s'effondrer le plafond et inonderont la chambre de l'étage inférieur. Et tous ces objets utiles et inutiles, et les gens qui y vivent. Ensuite, comme le robinet continuera inexorablement à fuir, le plancher de la chambre du dessous s'effondrera, et ce plancher, c'est le plafond de la chambre du dessous, qui sera envahi par l'eau, comme tous les objets utiles et inutiles qui s'y trouvent, et tous les gens qui y vivent. Et ma chambre est construite d'un immeuble de 25 étages, 25 chambres, avec tous les gens qui y vivent et tous leurs objets utiles et inutiles. Les chambres s'effondreront l'une sur l'autre. Les ruines de mon immeuble seront ensevelies sous la vague d'une infinie quantité de gouttes. L'eau engloutira les décombres. Et le forgeron ne put rien y faire non plus lorsque le petit maire lui commanda une serrure pour verrouiller sa porte. En voyant la porte de la petite maison du petit maire, certains le prirent pour un fou, d'autres prirent peur, et certains comprirent que maintenant qu'on avait inventé les portes, les clés et les serrures, il n'y avait plus qu'à inventer le voleur qui allait les forcer. La nuit suivante. Le petit pays était pourtant loin d'être un repère de brigands. Il n'y avait pourtant eu aucun vol jusque-là. Mais le fait est que la peur des petits citoyens fait la fortune des menuisiers et des forgerons qui verrouillèrent toutes les portes du petit pays. Il ne se passa guère de temps avant que dans les pays voisins, on en vienne à savoir que dans le petit pays, les gens vivaient barricadés et que cela attire l'attention de voleurs étrangers qui imaginèrent des trésors immenses enfermés derrière ces portes puissantes. L'arrivée de tant de voleurs épouvanta les petits citoyens. Les portes et les barreaux aux fenêtres ne suffisaient plus. Ce n'était plus seulement leur maison qui était en danger. C'était le petit pays lui-même. Aussi votèrent-ils la construction d'un mur qui les défendrait des étrangers mal intentionnés. Le mur arrêta les voleurs. Mais il attira l'attention de mercenaires organisés, troupes de soldats en quête de richesse. Les circonstances... Bonsoir. Les... j'ai l'angoisse. J'ai l'angoisse. Je tiens à dire que ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a de concret qu'une couche assez mince de caoutchouc. Ni dans les journaux télécriminels qui font trembler le citoyen pendant qu'il avale son ragoût devant la nouvelle de la dernière mère tueuse
qui étrangle son enfant et le met au congélateur. J'ai l'angoisse à abstraction faite d'une question en particulier. L'angoisse, c'est quelque chose qui vous prend la tête et qui gonfle. Comme l'air dans un ballon, ça n'a de concret qu'une couche assez mince de caoutchouc, et pour le reste, c'est juste de l'air. De l'air, pareil à celui qui se trouve en dehors du ballon. De l'air qui, à l'extérieur de la fine couche de caoutchouc, ne contient rien, mais qui, à l'intérieur, prend la forme d'un volume qui grandit chaque fois qu'on souffle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi. C'est moi qui vous ai choisi, vous. Je sais bien qu'autrefois, c'était les électeurs qui choisissaient leurs représentants, mais c'était trop difficile. Il y avait les hommes politiques fascistes qui tenaient des propos fascistes, les hommes politiques communistes qui parlaient en communistes. On voyait les différences de loin, ce qui avait tendance à couper l'électorat en deux. Le pays était divisé. Lorsqu'une tendance prenait le pouvoir, elle était obligée de se mesurer à l'opposition. Alors je me suis dit, pour avoir une véritable majorité, ce n'est pas le peuple qui doit nous choisir, c'est nous qui devons choisir le peuple. J'avais besoin d'une majorité, n'importe laquelle, mais d'une majorité prête à l'emploi, all inclusive. Et puis, comme par magie, une place s'est libérée. D'un jour à l'autre, un paquet de partis a fermé boutique parce que les boutiquiers qui les géraient ont fini en prison. Citoyen, on t'a appris que tu ne devrais pas voler le pain. Le pain n'est bon que si on l'a gagné à la sueur de son front. On t'a dit que tout ce qui est volé est sale. Même la télévision le dit quand elle parle de la Camorra ou de la mafia, elle parle de l'argent sale. Mais quand un petit peu de cet argent atterrit dans ta poche, tu te rends bien compte qu'il n'est pas plus sale que l'autre. L'argent normal, l'argent gagné à la sueur de ton front. Et quand tu le sors de ta poche n'est pas moins propre qu'avant. Citoyen, qui donc peut bien t'avoir raconté cette histoire de l'argent sale? Il y aurait toujours un homme avec parapluie et un homme sans parapluie. À ceci près que celui qui se mouille, eh bien, ce serait moi. Le fait que j'ai un parapluie ne fait pas de moi quelqu'un de violent. Je ne suis pas responsable de la pluie, je m'abrite parce que j'ai un parapluie. Mon père aussi en avait un et mon grand-père idem. En fait, nous sommes des hommes à parapluie depuis de très longues générations. Et à part le problème de la pluie, il y a le lien affectif que nous avons avec ce parapluie. L'homme sans parapluie aussi est fils d'un homme sans parapluie, et ils le sont aussi depuis de très longues générations. Alors si cela est comme ça depuis si longtemps, pourquoi serait-ce à moi de changer les choses? Et puis je le répète, dans une vision plus globale des choses, cela ne change pas. Quand je participe à une réunion, je m'assois, je sors le revolver et je le pose sur la table. C'est juste une technique. Je l'utilise pour vivre en paix avec mes semblables. Mais je dois me fixer des règles. La règle numéro 1, c'est de sortir tout de suite le revolver. Je dois le sortir dès que j'arrive. Il ne faudrait pas que quelqu'un ait pensé que si je le sors, c'est à cause de la tournure que prend la conversation. La règle numéro 2, c'est de ne jamais regarder le revolver. C'est une règle fondamentale. Autrement, quelqu'un pourrait penser que j'essaie d'appuyer mes propos par quelque forme d'intimidation, en lorgnant le revolver du coin de l'œil comme pour dire « faites gaffe, je vais tirer dans le tas ». Le revolver ne doit jamais faire l'objet d'une conversation. D'ailleurs, la règle numéro 3, c'est justement de ne jamais parler du revolver. Sinon, ça pourrait sembler redondant. Il y en aurait qui penseraient que si j'ai besoin de rappeler à autrui que j'ai un revolver, c'est justement parce que sans ce revolver, ce que je dis ne serait pas aussi convaincant. Bien entendu, mon silence à propos de ce revolver ne signifie pas que je ne pense pas au revolver. Tant il est vrai que la règle numéro 4, c'est justement de penser constamment au revolver. Mais il ne s'agit pas d'une pensée en général, d'un souvenir personnel, d'une image un peu floue. Il s'agit d'une pensée très précise, toujours la même. Je pense aux chambres cylindriques où sont logées les cartouches, à la pression sur la gâchette qui relève le chien tout en faisant tourner le barillet qui pivote dans le sens des aiguilles d'une montre. Je pense au chien qui, atteignant son point mort, autrement dit son extension maximale, s'abat sur la charge de poudre de la cartouche et fait partir le coup. Pan! Si vous voulez, je vous raconte une histoire. Vous vous rappelez Ponce Pilate?
C'était un intellectuel. Un jour, il prit 2 délinquants qu'on venait d'arrêter. Il les emmena sur la place et s'adressa au peuple. Choisissez vous-même lequel de ces 2-là doit être condamné et celui auquel on peut rendre sa liberté. Le peuple est un enfant, il n'y comprend rien. Le peuple est un esclave. Il traite les vaches, il tond les moutons, il bêche la terre. Le peuple ne savait pas quoi répondre. Alors Ponce Pilate lui dit, « Je vais vous aider un petit peu. À ma droite, il y a Barabbas. Et à ma gauche, Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, vous savez. Lequel voulez-vous condamner à mort? » Le peuple est un enfant. Il va au stade, il écoute les chansonnettes, il regarde les nichons à la télé. Le peuple garda encore le silence. Alors Ponce Pilate ajouta, « Je vais vous aider encore un petit peu. Jésus-Christ, c'est Dieu, descendu sur terre. Il ressuscite les morts et il change l'eau en vin, alors que Barabbas est un voleur de poules. Voilà. Maintenant, vous savez ça aussi. À qui voulez-vous sauver la vie? » Et le peuple répondit, « Sauvons Barabbas. » Avant de retourner au champ, au stade, aux petits moutons, aux chansonnettes, aux vaches et aux nichons. Parce que le peuple a besoin du voleur de poules. Il s'en tape de Jésus-Christ qui vient au monde pour laver ses péchés. Le peuple vote pour le voleur de poules. Le voleur de poules devient maire de la ville, président du conseil et pape, syndic de l'immeuble et roi. Le peuple est un enfant. Si tu lui demandes de faire un choix, il fait le plus mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire, ce pauvre Ponce Pilate? Il aurait pu dire, la démocratie est un préjugé, puisque vous sauvez Barabbas, moi je sauverai Jésus-Christ. Ou alors, il aurait pu se tirer une balle dans la tête. Au lieu de ça, il se lava les mains. Vous pigez ce que ce geste a d'extraordinaire? Il se lava les mains pour dire qu'on ne peut pas combattre l'ignorance du peuple, mais qu'il demeure possible de lutter contre la saleté. La démocratie est indéfendable, mais pour l'hygiène, ça vaut encore le coup de s'engager. Vous pigez? Vous non plus ne vous laissez pas abattre. Le peuple est un enfant, la démocratie, ça n'est pas pour lui. Si quelque chose vous cause du souci, pensez à l'hygiène. Le gouvernement bousille l'école publique, vous savez quoi? Suivez la méthode Ponce Pilate. Brossez-vous les dents, utilisez un collutoire, du fil dentaire, l'école partira en fumée, mais le tartre sera défait. Des milliers d'emplois vont sauter d'ici la fin de l'année, des millions de travailleurs précaires, des familles qui n'arrivent plus à rembourser leur emprunt. Vous savez ce que vous pouvez faire. Pensez à la méthode Ponce Pilate. Prenez une douche, optez pour un savon neutre. Si on ne respecte pas la dignité des travailleurs, vous au moins respectez le pH de la peau. Vous connaissez les chiffres sur la criminalité organisée, vous avez déjà réfléchi à la pollution de l'air et de l'eau, vous êtes indigné et vous voulez intervenir. Utilisez la méthode Ponce Pilate, curez-vous les ongles, on peut se servir de la pointe d'un petit couteau. Menez une bataille à votre portée. La barbarie ne peut pas être arrêtée, mais on peut endiguer la crasse sous les ongles. Vous êtes déjà allé en France? N'y allez pas. Restez chez vous à regarder la télé, ne sortez que pour aller à l'église, au stade et au supermarché. Le dimanche, les 3 sont ouverts. Et je vous révèle un secret. Les Français n'ont pas de bidet. Et je vous en révèle un autre. Les Français ont fait la Révolution. Vous avez compris le lien. Je vous donne un petit indice. En Italie, nous n'avons pas fait la Révolution, mais nous utilisons le bidet. Vous avez compris? Notre choix, on l'a déjà fait. Nous, la liberté, ça ne nous intéresse pas. Nous, on préfère se laver les fesses. Alors, nous vous avons construit quelques HLM, une piste cyclable, un petit terrain de foot, quelques écoles publiques. Mais vous nous avez répondu que nous étions paternalistes. Vous nous avez expliqué que dans une société capitaliste, le rapport entre les classes est par essence le conflit. Et vous avez appelé ça lutte de classe. Cette expression est de vous. C'est vous qui nous l'avez apprise. Merci. Vous étiez les premiers de la classe et vous nous avez tout appris. Aussi, devant ces extraordinaires capacités, aujourd'hui, c'est humblement que je vous demande, pour quelle raison n'êtes-vous pas au gouvernement ? Camarades, vous nous avez déçus. Aujourd'hui, vos représentants ne ressemblent plus aux camarades qui les ont précédés. Ils sont tellement habitués à nous voir gouverner qu'ils pensent que pour être au gouvernement, il faut être comme eux. Eux qui voulaient faire la révolution pour conduire le peuple au pouvoir acceptent aujourd'hui que les gouvernements soient pilotés par des lobbies internationaux, des banques, des multinationales, bref, par des maîtres inconnus qu'aucun citoyen n'a jamais élus.
non seulement vous avez abandonné le communisme, mais vous n'en avez plus rien à foutre de la démocratie, non? La caserne et le tribunal, c'est nous qui les avons inventés. Comme la banque et l'usine, nous savons gérer la guerre, l'économie, le terrorisme, la religion, mais vous aviez d'autres idéaux. Vous parliez de révolution, de dictature du prolétariat, de société sans classe, d'abolition de la propriété privée. Non, mais ce sont des idéaux merveilleux, mais tous tournés contre nous. Nous avions le droit de nous défendre, mais vous aviez le devoir de nous combattre. Si nous avions su que vous étiez si faible, nous ne vous aurions pas frappé si fort. Veuillez nous excuser. Camarades, essayez d'imaginer quel pays extraordinaire nous aurions si vous aviez gouverné ne serait-ce qu'un petit moment. Vous avec votre utopie merveilleuse, vous avec vos idéaux de liberté, d'égalité. Seulement voilà, le gouvernement c'est nous, et face à nous, vous n'êtes pas seulement docile, par moments vous avez même l'air heureux. Vous nous estimez et vous nous enviez, au lieu de nous haïr et de nous combattre. Pourtant, il y a eu un moment où j'ai vraiment cru que les choses allaient changer. Vous vous souvenez quand les immigrés se sont mis à arriver en masse dans notre pays? J'ai pensé que vous alliez vous associer avec eux et ensemble vous armer contre nous. Au lieu de quoi, vous, des classes subalternes, avez été les premiers à vous jeter sur eux. Vous nous avez même demandé de l'aide pour les combattre. Je pensais que le prolétariat s'unirait au sous-prolétariat pour combattre la bourgeoisie. Au lieu de quoi, le prolétariat s'est embourgeoisé et nous a demandé de l'aide pour combattre le sous-prolétariat. Quelle déception. Mais nous ne vous laisserons pas seuls avec votre ignorance et votre haine de classe absurde envers les plus faibles. Nous vous aiderons à combattre ces miséreux avec les outils que nous avons utilisés contre vous. Arrêtez de les tabasser en pleine rue et de brûler leurs cahutes, comme ça vous n'obtiendrez rien. Apportez-leur un téléphone portable, voire deux. Offrez-leur un lave-vaisselle, la télévision, pourquoi pas Internet. Donnez-leur la possibilité de contracter un prêt ou deux et de s'acheter à crédit une maisonnette, une fourgonnette. Vous les vaincrez par l'illusion. Pour combattre et domestiquer les pauvres, il faut les convaincre qu'ils sont riches. C'est ce que nous avons fait avec vous pour vous domestiquer. Ceci étant, chers et chers camarades, nous pouvons vous rendre un service. Je suis d'avis qu'un bon maître doit faire montre de gentillesse à l'égard de ses esclaves. C'est pour cela que nous serons plus sérieux et plus élégants que nos prédécesseurs. Comme je le dis souvent à mes serfs, pour vous la mettre, sauf votre respect, bien profond dans le cul, ça sert à rien d'être mal élevé, il suffit d'un peu de patience et d'un doigt de vaseline. Et si les Martiens atterrissent, espérons qu'ils seront plus sérieux et plus fâchés que vous. Espérons qu'ils la feront, votre merveilleuse et utopique révolution. Celle dont vous n'arrivez même plus à rêver. Des poux de fruits. Et nous vivons sur une poire. Dans la société des poux, on ne se tutoie jamais. Parce que nous, les poux, sommes tellement nombreux qu'il est impossible qu'au cours de sa vie, un poux puisse se retrouver seul face à un autre poux et qu'il ne puisse s'adresser personnellement qu'à lui. Nous, les poux, nous sommes des milliers de millions de milliards. Mais nous ne saurions dire combien nous sommes précisément parce que nous ne perdons jamais de temps à nous compter. Nous nous vous voyons, comme le faisaient les Italiens sous le régime fasciste. Du reste, comme on dit, les tiques sont communistes, mais les poux sont fascistes. Ça, c'est une blague. Elle fait beaucoup rire dans la société des poux. Hein. Nous sommes des poux de poire et nous passons notre vie à manger la poire sur laquelle nous vivons, jusqu'au moment où nous levons les yeux pour réaliser que nous ne sommes plus que quelques milliers. Nous ressentons de la tristesse et notre solitude, alors nous cessons de manger et nous nous mettons
à baiser. Puis nous levons une nouvelle fois les yeux pour constater que nous sommes de nouveau des milliers de millions de milliards. Alors nous cessons de baiser et nous nous mettons à manger la poire. Dans la société des poux, les verbes au singulier n'existent pas. Aucun pou ne dirait jamais « je suis », parce que jamais aucun pou ne pourrait être tout seul. Pas plus qu'il ne pourrait dire « tuer », parce que jamais aucun pou ne pourrait voir un autre pou qui est tout seul. Et donc jamais aucun pou ne pourrait dire « il est », parce qu'aucun pou ne peut imaginer un autre pou qui est tout seul. Non, je dis jamais aucun pou ne pourrait dire « il est », parce qu'aucun pou ne peut imaginer un autre pou qui est tout seul. Dans la société des poux, nous disons « nous sommes » pour parler de ceux qui sont nous, et « vous êtes » pour parler à ceux qui sont vous. Il est rare que nous disions « ils sont ». C'est une forme que nous n'utilisons que pour les défunts. Nous disons « ils sont morts ». Dans la société des poux, nous sommes mangés par un nombre considérable d'animaux. Ceux qui ne nous mangent pas trouvent quand même la manière de nous tuer par le feu ou par le DDT. En revanche, nous ne tuons personne. Nous passons notre temps à manger la poire sur laquelle nous vivons. Et quand nous nous sentons seuls, nous baisons. La seule façon de préserver notre race de l'extinction, c'est la reproduction. Les scientifiques disent que si nous ne faisons pas l'objet d'une extermination permanente, perpétrée qui plus est par toutes les races présentes sur la planète, nous pourrions devenir si nombreux que nous ferions grossir la Terre au point qu'elle frôlerait la Lune. Mais nous, les poux, ne croyons pas que les scientifiques aient raison. Nous ne savons même pas ce que c'est, la Lune. Nous sommes occupés qu'à deux choses, manger et baiser. D'ailleurs, les scientifiques disent que nous, les poux, nous ne faisons que deux choses, et nous les faisons sans interruption, manger et baiser. Nous, les poux, pensons que les scientifiques ne sont pas très bien informés de la vie des poux, parce que, de notre point de vue, manger et baiser, pour nous, ce sont une seule et même chose. Pour nous, cela veut dire survivre. Nous ne pouvons pas faire deux choses, nous ne sommes pas relativistes. Et nous sommes d'accord avec l'Église qui condamne la science. Oui, mais la science ne sert à rien. Pour vivre heureux, il en faut peu. Il suffit de manger et de baiser. Oui, c'est-à-dire de survivre. Les scientifiques sont des alarmistes. Et en plus, ils portent la poisse. Ils disent que le climat est en train de changer, qu'on observe un réchauffement de la poire. Tant mieux, les générations futures mangeront de la poire cuite. Ça, c'est une autre blague. Elle aussi, elle fait beaucoup rire dans la société des poux. Les scientifiques disent que la poire est une ressource qui s'épuise peu à peu. Comment serait-ce possible? Oui, les poux de notre génération existent depuis un sacré bout de temps. Nous-mêmes, nous sommes nés il y a 3 jours. Et en ce temps-là, la poire existait déjà. Donc, si elle existait il y a 3 jours, elle existera toujours. Nous, les poux, et vous, les êtres vivants, nous pensons de la même manière. Nous aussi, tout comme vous, nous croyons tout ce que dit le pape. Nous aussi, tout comme vous, nous rions de toutes les bêtises que racontent les scientifiques. Unissez-vous à nous, nous sommes déjà un bon nombre. Et avec nous, les poux de la poire, il y a aussi les asticots du fromage et les vers de la poire. Ouais. Tous ensemble, nous pourrons stopper ce dangereux courant rationaliste. Les scientifiques sont athées et relativistes, ils ne disent que des méchancetés. On devrait leur laver la bouche au savon. Hein. Voici notre devise. L'univers est en expansion. Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est pas ça qui changera la distance entre cuisine et salle de bain.